Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce point d'actualité internationale depuis mes vacances, puisque je suis en ce moment à la Marsa, à côté de Tunis. Et avec tous mes enfants, on va rester une dizaine de jours. Et voilà, il fait très beau, donc tout va bien. Beaucoup mieux que la situation internationale, qui n'est malgré tout pas si mauvaise que ça si on la voit sur le plan de la géopolitique. Alors, expliquons ce que je veux dire par là. D'abord, moi, une chose qui me frappe, avant même la résilience des Iraniens dont j'ai parlé tout à l'heure avec Abdel avant que démarre cette vidéo, quelque chose qui m'étonne extraordinairement, c'est leur calme absolu. Le ministre des Affaires étrangères, je crois, a dit tout à l'heure ou hier que la situation était un peu compliquée. Bon, enfin, vraiment avec un flegme absolu. Et moi, j'ai de plus en plus l'impression qu'en fait, ils ont un accord avec les grandes puissances financières américaines et en particulier avec BlackRock. Et je vais expliquer pourquoi je pense ça. D'abord, monsieur Larry Fink, il faut dire que c'est la personne la plus puissante au monde, puisqu'il a investi aussi bien dans l'économie américaine que dans l'économie européenne qu'en Chine, en Russie et partout, au Moyen-Orient évidemment et partout. C'est en même temps la personne la plus puissante au monde aujourd'hui, beaucoup plus puissante que ne l'est Donald Trump et beaucoup plus puissante que ne l'est Netanyahou, puisque c'est lui qui les finance. Mais en plus de ça, c'est aussi la personne qui a le plus à perdre dans cette situation, parce que s'il y a l'économie qui se casse vraiment la figure complètement dans cette affaire, c'est lui qui va perdre ses investissements. Donc, il a tout à fait intérêt à savoir à qui il a affaire en face. Et je constate qu'il est allé à Ankara après, un mois après le début de la guerre. Et à mon avis, il n'est pas du tout allé rencontrer Erdogan, mais il est allé rencontrer les Iraniens. Ça me paraît certain. Pour savoir qui il a en face, s'il avait des fous furieux, ou s'il avait des gens raisonnables, et il a dû se rendre compte que les Iraniens voulaient simplement qu'on les traite comme un pays normal, avec le droit à l'enrichissement de son uranium civil, en acceptant les visites de l'AIEA, ce qu'Israël ne fait pas, en acceptant qu'on leur permette de s'équiper, de se défendre, de faire du commerce. Enfin, si à ce titre, il fallait boycotter un pays complètement, même en dehors de toute politique agressive de sa part, ça serait évidemment Israël, simplement par le fait qu'ils n'acceptent pas le contrôle de l'AIEA sur leur politique nucléaire. Donc, l'Iran demande quelque chose de tout à fait légitime, et je pense que si BlackRock les a rencontrés, il a dû s'en rendre compte. Et je pense que dans ce cadre-là, il a pu passer un accord avec eux. L'accord étant ceci, vous me promettez que vous ne faites pas monter le prix du pétrole au-delà de $100. Et moi, je vous promets de mon côté que je surveille Trump et que je l'empêche de faire des bêtises et qu'au-delà d'une certaine limite, on le débranche. Et je pense qu'ils ont très bien pu s'entendre sur un accord comme celui-là, parce que je constate que malgré les rodomontades de Trump, les Iraniens sont extrêmement prudents et extrêmement calmes, et le prix, ils peuvent très facilement faire monter le prix, il suffit qu'ils tapent sur une raffinerie ou deux, ou sur une usine de dessalement ou deux, et à ce moment-là, le prix passe à tout de suite 150, 200.
voire 300 dollars le baril, et aujourd'hui, il reste en dessous de 99. Donc, c'est que les Iraniens sont tout à fait maîtres de leur jeu. Et d'un autre côté, on s'aperçoit que Trump fait des grosses rodomontades en disant qu'il va tout casser, etc. Et que à chaque fois, ça fait maintenant plusieurs fois que juste avant l'expiration du cessez-le-feu, il prolonge le cessez-le-feu, une première fois de 15 jours, et la deuxième fois, il vient de le prolonger sine die. Donc, on s'aperçoit de plus en plus que Trump est un homme qui parle beaucoup et qui ne va pas jusqu'au bout de ses options militaires. Et ça, c'est assez rassurant. Alors, son discours n'est pas rassurant, mais finalement, on s'aperçoit qu'il est ficelé, puisque, évidemment, si BlackRock a passé un accord avec les Iraniens de cette nature, Trump est au courant, BlackRock lui a dit. Donc, en fait, Trump est ficelé et ne peut pas sortir du système. Et donc, les Iraniens n'ont qu'à attendre. Ils peuvent attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais ça ne durera pas 6 mois parce que pendant ce temps, le détroit d'Ormuz est rouvert uniquement pour ceux que l'Iran considère comme leurs amis. Et on a vu que, en réponse au fait que les Américains ont arraisonné un bateau iranien, d'une part, les Iraniens ont fait passer 26 bateaux pendant la nuit, donc ça veut dire que les États-Unis ne maîtrisent pas du tout leur blocus, parce qu'ils sont trop loin, en réalité, parce qu'ils ont peur de se faire tirer dessus par l'Iran. Donc, ils ne bloquent pas le détroit, en réalité. Et puis, par ailleurs, les Iraniens, eux, ont arraisonné 2 bateaux qui étaient des bateaux qu'ils considèrent comme des ennemis. Alors, est-ce que c'était des bateaux américains? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont montré qu'eux avaient la capacité d'arrêter des bateaux autant que ce que faisaient les Américains, ce qui prouve qu'ils ne sont pas sans marine, sans aviation, sans hélicoptère, sans moyens de contre-attaque, etc., etc. Donc, il semble, pour moi, pour résumer, qu'il y a une forme d'équilibre qui se passe et qui a été pré-négocié fin mars entre les grandes puissances américaines et les Iraniens, ce qui me semble parfaitement logique, parce que les Américains, les grandes puissances américaines ne peuvent absolument pas se permettre, dans une guerre comme ça, de s'embarquer dans une guerre aux côtés de Trump, et puis d'être, je dirais, qu'on joue la faillite de toutes ces grandes banques à pile ou face. Donc c'est Trump qui, lui, est la marionnette, je pense, d'un accord préalable. Et c'est pour ça qu'il n'est pas content, qu'il fait semblant, et il sait qu'il ne peut pas s'en sortir. Enfin voilà. C'est une thèse, mais ce qui me fait penser à ça, c'est d'abord qu'elle a toute sa logique. Moi, si j'étais M. Larry Fink, c'est exactement ce que j'aurais fait. Et d'autre part, je sens que les Iraniens savent exactement où ils vont et qu'ils sont parfaitement calmes dans cette opération. Donc, voilà mon avis. Alors, il y a une autre chose que je veux dire et qui explique, à mon avis, la raison pour laquelle Trump, en fait, il va dans une direction où il ne veut pas aller, mais en fait, il ne le fait pas de façon intelligente et raisonnable. Et ça, je pense qu'il faut expliquer pourquoi. Alors, la première chose, je ne sais pas si Trump est fou, pas fou, etc. Il est certainement pas bête, sinon il ne serait pas là où il est. Mais c'est un homme d'un très gros ego. Mais ça, il faut tout de suite dire lorsqu'on dit ça que tous les chefs d'État ont des gros égos. Monsieur Poutine a un gros ego, Monsieur Xi Jinping a un gros ego,
M. Lula un gros ego, M. Macron un gros ego. Tous les dirigeants aujourd'hui et anciens ont tous des énormes égos, parce que si on n'a pas un très gros ego, on ne peut pas, c'est-à-dire une confiance en soi sans limite, on ne peut pas penser à diriger un pays de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, ou plusieurs même milliards d'individus, en étant un individu tout à fait absolument normal. Il faut une confiance en soi hors du commun, ce qu'on appelle de l'ego, pour pouvoir le faire. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'en même temps qu'on a un énorme ego, on a un certain nombre d'objectifs politiques. Alors, le problème, c'est les objectifs politiques par rapport à l'ego. Parce que lorsque les choses vont bien, les objectifs politiques sont atteints, et ça sert l'ego, puisque la personne se dit, mais puisque j'ai réussi, c'est donc que je suis un type très doué, très fort, etc. Donc ça renforce l'ego. Et en même temps, l'ego renforce les objectifs politiques parce que du coup, ça donne la confiance pour prendre des risques, pour prendre des décisions, etc. Donc l'un et l'autre marchent de pair, je dirais. Mais le problème qui se pose, c'est lorsque les choses ne vont pas ensemble parce qu'on commence à rater ce qu'on fait, qui est inévitable au cours d'une carrière politique, et que ça ne marche plus. Et à ce moment-là, l'ego et les objectifs politiques rentrent en contradiction l'un avec l'autre. Alors, ce qui fait réussir la politique, c'est les objectifs politiques, ce n'est pas l'ego, c'est les objectifs politiques. Donc, dans des situations comme ça, il faut pouvoir mettre son ego dans sa poche en disant, ben, finalement, j'arrive pas, je vais faire ce qu'il faut pour réussir mes objectifs politiques, et puis, lorsque j'aurai repris le dessus, on verra. Et ça fait intervenir une troisième chose qui est différente de l'ego et qui s'appelle le caractère, c'est-à-dire la faculté de maîtriser ses pulsions et de maîtriser son ego pour dire, voilà, mes objectifs politiques, c'est ce que je veux et je vais y arriver et je le ferai. Il y en a un qui est typique de ça, c'est Poutine. Quand vous voyez agir Poutine, c'est un homme qui choisit toujours ses objectifs politiques, même quand son ego est touché ou est considéré comme attaqué. C'est un homme qui ne sacrifie jamais ses objectifs politiques à son ego, mais toujours l'inverse. Toujours l'inverse. Or, si on regarde la façon dont Trump s'y prend aujourd'hui, on voit qu'il a énormément de mal à maîtriser son ego, alors que ses objectifs politiques aujourd'hui, il s'en rend bien compte, c'est qu'il ne maîtrise pas la situation, ni diplomatiquement, ni politiquement, ni militairement, ni économiquement, et tout le temps qu'il passe à essayer de réussir ce qu'il veut faire ne fait que l'affaiblir de plus en plus. Donc, c'est évident qu'il faut à ce moment-là qu'ils se mettent à négocier et qu'ils donnent aux Iraniens ce qu'ils souhaitent, quitte à ce que lui, il perde. Mais s'il ne le fait pas, c'est lui qui va sombrer et en même temps que l'image de son pays, et c'est exactement ce qui se passe. Et ce qu'on voit, à mon avis, se produire en ce moment, c'est ce débat dans la tête de Trump qui paraît incohérent, mais qui en réalité est un homme qui n'arrive pas, qui n'a pas le caractère suffisant pour mettre son ego dans sa poche et dire aux Iraniens, ben voilà, ok, négocier, comme il l'a fait au début en disant que on pouvait bien partir de la base des revendications iraniennes, c'est ce qu'il a fait, mais après il a changé d'avis. Donc les Iraniens lui disent, ben écoutez, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous avez dit vous-même que vous étiez d'accord pour qu'on parte d'une base de travail qui était celle de nos revendications, et ben lorsque vous saurez ce que vous voulez, on sera d'accord pour négocier. Ils se sentent appuyés par les puissances financières américaines qui mettent une pression terrible sur Trump, sur les pays du Golfe qui mettent la pression sur Trump, sur les pays européens
qui mettent la pression sur Trump, sur les Chinois et les Russes qui mettent d'une autre façon la pression sur Trump. Donc, ils sont, comme on dit, du bon côté du manche, et c'est Trump qui subit la pression. Donc, dans ces conditions, Trump n'a qu'une chose à faire, c'est à prendre ses clics et ses claques et à rentrer chez lui, et où il négocie tout seul, où il fait négocier les Russes pour son ordre et compte, mais il ne reste pas dans une situation où il se fait arracher des plumes tous les jours dans la cage dont il ne peut pas sortir. Donc, et ça, à mon avis, c'est un problème de caractère et c'est le fait que son ego n'est pas maîtrisé et qu'il n'arrive pas à choisir ses objectifs. Voilà ce que je pense qu'est la situation et c'est véritablement Trump aujourd'hui qui est le fautif de la situation et qui donne cette impression de flou, et je rajouterais pour finir que c'est exactement ce qui se passe dans les guerres du faible au fort, puisque la force du faible, c'est surtout de délégitimer le fort sur le plan symbolique. La victoire du faible dans une guerre asymétrique du faible au fort, c'est la force, c'est la capacité de détruire le fort symboliquement. Parce que quand il est détruit symboliquement, il est détruit politiquement. Et le but, ça c'est ce qu'a expliqué le stratège français David Galula, c'est que c'est la guerre symbolique et politique qui est la guerre importante plus que la guerre militaire. Alors, dans ce cas-là, il faut montrer ou qu'il est incapable, ou qu'il est bête, ou qu'il est cruel, ou qu'il est, qu'il est plein de défauts, et où il faut le tourner en ridicule, se moquer de lui. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. On s'aperçoit que les Iraniens jouent extrêmement bien de cette guerre du faible au fort, et tous les jours, Trump perd un peu de sa force symbolique, et il s'affaiblit. Alors, est-ce que ça veut dire que pour autant, ce qui se passe est évident et que ça va se passer comme ça? Eh bien non, pas évidemment, pas forcément. Ça me semble, moi, le scénario le plus plausible. Et bien que je ne pense pas que Trump puisse attaquer, ne serait-ce que par les troupes au sol ou sinon par les bombardements, il n'en reste pas moins qu'il continue à avoir des troupes de plus en plus importantes. Donc évidemment, les Iraniens ont tout à fait raison de se méfier, mais ils ont déjà dit par la voix de Mohamed Marandi que dans ces cas-là, ils conseillaient à tous les équipages des bateaux de vite s'en aller et aux habitants du Golfe de vite s'en aller, sous-entendu, nous, on va faire exploser le Golfe. Et je rappelle que dans cette situation d'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les Américains ou les Israéliens qui ont la bombe atomique, mais ce sont les Iraniens, parce que la bombe atomique est une bombe atomique économique. Et ils ont la bombe atomique mondiale parce qu'ils ont la possibilité, s'ils tirent sur les puits de pétrole ou sur les usines de dessalement d'eau, ils arrêtent 20% de la production de pétrole de la planète pendant plusieurs années. Donc, il faut exploser toutes les économies du monde en une seule fois. Donc, évidemment, les grandes puissances financières en particulier ne le permettront pas, mais les Iraniens ont menacé de le faire si jamais Trump s'avère d'attaquer volontairement le pays, soit par les bombardements, soit par les troupes. Donc, je pense que Trump ne le fera pas, mais tant qu'on n'est pas sûr qu'il y a renoncé, on ne peut pas en être absolument certain, et je comprends très bien que les Iraniens ne veulent pas se permettre de prendre le risque, que bien qu'ils aient préparé un schéma de
de désescalade, ils vont également se préparer à une possible attaque américaine, même si et israélienne, même si cette attaque, à mon avis, n'aurait pas de sens. Alors voilà ce que je pense de la stratégie iranienne, qui est extrêmement maîtrisée actuellement. Alors, la politique de pression et de menace américaine, qui est le deuxième point que notre ami Abdel-Jeline m'avait demandé de traiter, ben, je crois que je l'ai expliqué aussi. Aujourd'hui, Trump est vraiment dans la nasse. Je pense qu'il y a un accord avec ses financiers et ses sponsors par-dessus sa propre tête. C'est ce que je pense, moi. Et que donc, sa politique de pression et de menace, tant qu'elle dure, ne sert qu'à détruire son image et à fragiliser la position américaine. Et donc, les Iraniens n'ont qu'à tenir, et ils peuvent tenir pendant des mois, et ils finiront, à mon avis, par avoir gain de cause. Alors, un autre sujet qu'il faut traiter, évidemment, c'est la question d'Israël. Bon, je pense que s'il y a cet accord tel que je crois qu'il est dessiné, Israël est aussi dans la nasse en même temps que Trump, même s'ils vont essayer de réveiller la guerre, d'exciter l'Iran, mais l'Iran ne va pas céder à la provocation, bien entendu. Mais Israël ne peut pas faire grand-chose en réalité par rapport à ça. Par contre, évidemment, il continue à bombarder et à tuer à petite dose ceux qui peuvent à Gaza. Ils ont fermé, semble-t-il, le passage de Rafah pratiquement, donc il passe presque plus rien en termes de nourriture. Les Gazaouis sont dans une situation absolument atroce et on n'en parle pas. Ils continuent, malgré le cessez-le-feu, à tirer ici ou là, puisqu'ils ont tué une journaliste dans le sud Liban, pas plus tard qu'hier ou aujourd'hui. Donc, eux se sont simplement mis dans une situation d'attente. D'abord, ils profitent du fait qu'on ne parle que de l'Iran pour essayer d'avancer leurs pions dans différents domaines et en particulier au Liban, chose qu'ils ne peuvent pas vraiment faire puisque, en fait, leur attaque a échoué, il faut dire la vérité. Le Hezbollah n'était pas du tout complètement défaits et le Hezbollah les a repoussés à tel point qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'au Litanie, mais même alors que la frontière, entre la frontière du Liban et le Litanie, il y a 30 kilomètres, ils n'ont même pas fait de 10 kilomètres, mais ils sont un peu rentrés dans le Liban de quelques kilomètres et surtout, ils bombardent tout ce qu'ils peuvent, les villages, pour transformer tout le sud Liban en champ de ruines. Donc, c'est ce qu'ils peuvent faire, mais pour moi, ce n'est pas une victoire militaire, ça, c'est une politique d'attente. Et en même temps, ils font semblant de négocier avec le président Aoun du Liban, mais comme les termes de la négociation, c'est le désarmement du Hezbollah, et qu'on sait très bien que le Hezbollah ne sera pas désarmé, n'acceptera pas d'être désarmé, c'est une négociation alibi. Par exemple, si moi je négocie avec quelqu'un et que dans le cadre de la négociation, je dis ben, je veux que tu me livres ta femme et tes enfants, je sais très bien que la personne ne me les donnera pas. Et tant que j'ai cette exigence, je sais que le but n'est pas dans la négociation de parvenir à un accord, mais simplement de créer un accès de fixation qui fait que je peux recommencer à me battre à n'importe quel instant. C'est ce qu'on a fait pendant des années lorsqu'on exigeait des Russes qui rendent la Crimée après 2014. La Crimée est devenue indépendante et ensuite on voulait absolument que les Russes rendent la Crimée alors que la Crimée est russe. Donc moi, quand j'entendis ça, je me disais bon ben les Européens et les Américains n'ont jamais voulu que, en vérité, que les Russes ne rendent la Crimée, mais ils veulent simplement
maintenir une situation de tension et une situation, ce que j'appelle un abcès de fixation, pour pouvoir rentrer en guerre à tout moment en disant, ben voilà, j'ai un prétexte. Et là, c'est exactement ce qui se passe. En fait, les Israéliens sont simplement en pause aujourd'hui. Comme ça, ils peuvent dire aux Américains qu'ils ont obéi à leur injonction qui consistait à faire, à arrêter la guerre momentanément. Mais en fait, ils ne l'ont pas arrêté, ils l'ont simplement arrêté sur le plan militaire. Mais la tension reste exactement la même et leur objectif reste le même. Et voilà la situation. Donc pour moi, ce n'est pas une négociation, c'est simplement un alibi israélien. Donc voilà la situation israélienne, mais bon, si jamais l'Iran a gain de cause, il est évident qu'à ce moment-là, Israël aura des énormes problèmes, puisqu'elle n'aura pas de raison d'être dans un schéma où l'Iran sera libre et aura obtenu ses prérogatives, et où très probablement les pays du Golfe, qui à ce moment-là demanderont que les bases américaines ne reviennent pas, puisqu'ils n'en ont pas besoin, ils n'en auront pas besoin puisque de toute façon les Américains les ont trahis, à ce moment-là, iront passer sous l'égide des Chinois et des Russes progressivement, puisqu'ils ont encore beaucoup d'argent investi aux États-Unis. Mais évidemment, à ce moment-là, le rôle d'Israël en tant que gendarme de l'Occident n'aura plus de raison d'être. Donc, à ce moment-là, on aura une situation, à mon avis, pré-révolutionnaire en Israël qui se traduira soit par un putsch d'un certain nombre de généraux qui renverseront le régime de Netanyahou, c'est ça qui risque de se passer, ou alors, et peut-être avec, une fuite d'un certain nombre de tous les binationaux israéliens qui se rendront compte que leur pays n'a plus de politique et n'a plus de raison géopolitique d'exister. Et à ce moment-là, ils s'en iront par millions pour retourner en Russie, à Paris, à Londres, à New York ou ailleurs. Donc, c'est pour ça que, évidemment, les Israéliens sont au premier chef déterminés à essayer de continuer cette guerre, mais en même temps, comme ce sont les grands financiers américains juifs qui sont leurs sponsors, moi je pense qu'entre le fait de donner de l'argent à Israël pour continuer une guerre sans fin qui rapporte rien et la possibilité d'aller investir en Iran, parce que c'est ce qu'il y a derrière, la Réfik s'est certainement mis d'accord avec les Iraniens, qui avaient déjà proposé d'ailleurs que les banquiers américains viennent financer leur industrie pétrolière. Ils choisiront l'Iran, c'est évident. Donc ils trahiront leurs vassaux israéliens et ils iront faire des affaires avec l'Iran, et à ce moment-là, l'Iran aura gagné. Donc voilà actuellement la situation d'Israël. Alors, il est évident que dans ces conditions, il y a une chose qui est totalement ahurissante pour moi, c'est l'échec du gel de l'accord Israël-Union européenne, que j'attribue essentiellement à l'Allemagne, qui se trouve aujourd'hui dans une situation très, très embêtante parce que elle a laissé la porte ouverte à son économie en ce qui concerne son industrie automobile. Elle a laissé rentrer les Chinois en Europe alors qu'elle aurait dû protéger le marché européen, et par ailleurs parce que le prix de l'énergie a monté dans des proportions très importantes, parce que le régime actuellement en poste en Allemagne et se veut fâcher avec les Russes et refuse de rouvrir le quatrième pipeline du Nord Stream qui permettrait de réapprovisionner l'Allemagne avec du gaz bon marché. Donc l'Allemagne étant dans une situation difficile, elle essaye de se retrouver une nouvelle économie avec l'économie militaire. C'est la raison pour laquelle
elle a développé récemment cette industrie militaire et elle veut continuer à livrer des armes à Israël en particulier. Mais évidemment, donc elle ne joue pas le jeu de l'Europe, mais tout le reste de l'Europe devrait être absolument vent debout pour exiger que l'Europe renonce à cet accord. Et ils auraient dû le faire dès le début de la guerre, bien entendu. Ils auraient dû le faire dès le début de la guerre de Gaza, c'est-à-dire il y a 3 ans, et pas simplement maintenant, alors que c'est même pas fait, et que on continue à parler de la cessation de cet accord, et c'est pas fait. Et pour moi, je trouve que c'est peut-être dans toute la politique internationale, ce que je vois de plus grave, c'est la lâcheté absolue des gouvernements européens, si on met à part l'Espagne. Pourquoi? Parce que il y a toujours eu dans l'histoire des fous et des situations folles et des situations d'une violence inouïe, ça a toujours existé. Mais ce qui change, c'est qu'il n'y a personne qui s'y oppose en réalité. Et ça, je trouve que c'est véritablement, et c'est ça qui me fait penser que si jamais la situation de l'Iran finalement se règle, si l'Europe n'est pas capable de susciter des dirigeants qui ont une véritable politique, une véritable fermeté, il n'y a qu'à voir à quel point l'Espagne donne de l'espoir aujourd'hui par le simple fait qu'elle dit voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Si les Européens, globalement parlant, ne sont pas capables de cette fermeté, ils mettront le monde entier dans une situation gravissime parce que le monde ne peut pas se passer d'avoir le cœur européen qui soit solide et qui sache ce qu'il veut. C'est pour ça que je pense depuis un bon moment que l'Europe de Bruxelles est fichue et que ce soit Trump ou que ce soit les successeurs d'ailleurs, il va y avoir des changements de régime en Europe et un certain nombre de pays qui vont partir, en particulier l'Allemagne qui va se réconcilier avec la Russie et peut-être aussi la France demain, si jamais on se débarrasse d'Emmanuel Macron. Donc, effectivement, cette situation actuellement avec les pays européens et le fait de ne pas arriver à suspendre cet accord d'association avec Israël est une monstruosité absolue. Ensuite, Abdeljelil me demandait de traiter la décision européenne du prêt massif à l'Ukraine. Alors évidemment, ça c'est aussi une folie européenne et je pense que c'est la raison principale pour laquelle on a tout fait pour dégager M. Orban de Hongrie, pour voter les 90 milliards. Et ça aussi, ça va extrêmement mal passer parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les peuples dans tous les pays d'Europe sont en train de s'appauvrir, en particulier en France. Et au même moment où on leur laisse payer l'essence à des prix exorbitants, on va donner 90 milliards à M. Zelensky alors qu'on sait qu'il a perdu la guerre. Alors, ça va avoir une conséquence sociale chez nous, c'est évident, mais par ailleurs, ça n'aura pas le résultat que l'on escompte non plus par rapport à monsieur Zelensky, parce que les 90 milliards qu'on va voter, ça sera pour lui livrer des armes, ça ne sera pas simplement pour lui donner 90 milliards dont il fera ce qu'il voudra. Mais les armes, aujourd'hui, le principal pourvoyeur des armes, c'est les États-Unis, et les États-Unis vont certainement pas donner des armes à Zelensky puisqu'ils les réservent aujourd'hui sur leur guerre iranienne
Donc, M. Zelensky a potentiellement la possibilité de recevoir 90 milliards, mais il ne les a pas encore. Et à mon avis, ça ne va pas se passer aussi facilement que ce qu'on dit. En tout cas, pour nous, là aussi, pour nous en tant qu'Européens et en tant que Français, qui participons de ces financements pour de l'ordre de 20%, 90 milliards, ça fait presque 20 milliards que la France va accorder à Zelensky. Ça va évidemment peser dans le débat social d'une façon extrêmement grave. Voilà. Donc, voilà la situation. Dernier point que je voulais développer, ce sont les failles internes en Ukraine, évidemment. L'Ukraine, là aussi, fait beaucoup de propagande, mais la réalité du terrain, si on écoute les bulletins, c'est que les Russes continuent à progresser. Ils progressent de façon extrêmement lente pour deux raisons principales. La première, c'est qu'ils sont extrêmement prudents, puisque aujourd'hui, la dronisation fait que tout soldat qui est exposé risque de se faire tuer par un drone, et c'est la même chose avec les chars ou avec toutes sortes d'armements motorisés. Donc, il faut faire très attention. Et la deuxième raison que l'on ne développe pas assez, c'est qu'en fait, la Russie ne s'attaque pas seulement à l'Ukraine, mais en fait, elle a conscience de s'attaquer à l'ensemble du monde occidental. Et elle est en train de vider petit à petit tous les pays européens, les États-Unis, tous ceux qui financent de leurs réserves et de leurs forces. Donc, ils ne sont pas du tout pressés. Ils peuvent durer encore 1 an, ils peuvent durer 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous appauvrir d'une façon incroyable, les Américains aussi, et la Russie fait ce travail qui consiste à dévitaliser son adversaire occidental. Et donc, évidemment, elle rend service aussi à l'Iran dans sa guerre, parce que on peut bien penser que si les Américains avaient attaqué cette guerre avec l'ensemble de leurs moyens, ils auraient pu bombarder 10 fois plus, et peut-être qu'à ce moment-là, ils auraient peut-être eu des résultats, mais aujourd'hui, on sent qu'ils sont au bout du rouleau, ils ont plus de missiles de défense pour protéger Israël. Donc, les Russes font un énorme travail. Et par ailleurs, si l'on regarde sur le terrain, il y a un point fondamental pour eux depuis le début de la guerre, c'est de prendre l'ensemble de Slaviansk et de Kramatorsk, puisque c'est le nœud ferroviaire et logistique qui commande toute la région du Donbass. Et aujourd'hui, ils sont simplement à quelques kilomètres de Slaviansk et ils sont en train d'entourer progressivement l'ensemble de Slaviansk-Kramatorsk. Et quand ils auront fait le siège et qu'ils l'auront fait tomber, à ce moment-là, ils auront atteint tout leur but de guerre, ce qui ne manquera pas d'arriver, je pense, plus vite qu'on ne le croit, au cours de l'été. Et à ce moment-là, se posera la question suivante, c'est à savoir, est-ce que les Russes obtiennent gain de cause sur l'ensemble de leurs revendications territoriales, ou est-ce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas en face d'eux des interlocuteurs suffisamment crédibles et qui considèrent qu'ils ont besoin d'aller jusqu'à Odessa pour se protéger et de couper l'Ukraine de la mer Noire, auquel cas l'Ukraine n'existera plus, puisque elle se sera vue amputée non seulement de sa partie est, mais également de sa partie sud. Donc, les choses progressent. Donc, si je résume tout ça, je dirais que ces deux guerres successives, la guerre d'Ukraine et la guerre d'Iran, sont, je dirais, les deux batailles finales de ce que moi j'appelle la Troisième Guerre mondiale. Quand on se dit est-ce que la Troisième Guerre mondiale va avoir lieu, ben, elle a lieu sous nos yeux. Elle a commencé, à mon avis, en 1991
lorsque le mur est tombé, lorsque le régime soviétique est tombé, moi j'ai dit dans mes livres que la Deuxième Guerre mondiale ne s'était pas achevée avec la chute du Japon et de l'Allemagne, mais avec la chute de l'URSS, parce que le véritable ennemi des Américains à travers l'Allemagne et à travers le Japon, c'était de faire tomber l'URSS. Et c'est tellement vrai que le futur chef de la CIA, Alan Dulles, qui était à l'époque basé à Berne, a négocié en 1945 le renversement des Allemands dans le camp occidental pour aller combattre les Russes. Et ça ne s'est pas fait. Je pense que ça ne s'est pas fait parce qu'une des conditions, ça aurait été qu'ils parviennent à assassiner Hitler, ce qu'ils n'ont pas fait. Et le but, pour les Américains, à mon avis, c'était de battre les Russes. Et ils ont continué à les combattre et ils ont obtenu de les mettre à terre en 91. Mais malheureusement, ils n'ont pas su, je dirais d'une certaine façon, profiter de leur victoire. Ils ont laissé Poutine reprendre le pays en main, le redresser. Ils n'ont pas osé attaquer la Russie parce que la Russie était une puissance nucléaire de première force. Ils ont essayé en 2014, d'abord, ils ont essayé avec la Géorgie, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé avec l'Ukraine en 2014, c'était trop tard. Et en fait, ils ont perdu cette bataille et aujourd'hui, ils perdent la bataille de l'Iran. Donc en fait, pour moi, c'est la troisième guerre mondiale qui s'achève. Et cette guerre, qui est la guerre de décolonisation du Sud global contre le Nord, est aujourd'hui perdue. C'est ce qu'on voit sous nos yeux par le Nord et par les États-Unis, avec une recomposition du monde qui va être extrêmement importante et dont on ne voit pas véritablement les contours aujourd'hui, puisque on ne sait pas quelle va être véritablement la position des États-Unis lorsque cette guerre sera finie. Et on n'a pas non plus une idée très claire de la façon dont l'Europe va se retourner à la fin de cette guerre, et on n'a pas non plus l'idée de ce que deviendra Israël, qui va évidemment devoir changer totalement de nature et de philosophie politique à l'issue de cette guerre. Donc voilà ce que je pense. Donc les choses progressent d'une façon très douloureuse, évidemment, pour les peuples, mais finalement, d'une façon que je trouve relativement maîtrisée, essentiellement à cause du sang-froid tout à fait extraordinaire et de la résilience des Iraniens. Et on va voir si les Iraniens maîtrisent le processus et on va voir si effectivement cet accord que je pressens avec les grandes puissances financières par-dessus la tête de Trump va jouer. Si on voit que Trump finalement n'ose pas y aller, c'est que j'aurais raison et que finalement il est tenu par-dessus par ses sponsors. S'il fait la folie d'attaquer, ben à ce moment-là, on aura une crise économique mondiale, puisque je suis sûr que les Iraniens à ce moment-là réagiront. Mais encore une fois, je doute que ceci n'arrive. En tout cas, on va suivre ça de très près. On va voir si finalement il y a une véritable négociation qui s'engage maintenant et si les Iraniens ont obtenu ce qu'ils ont demandé, c'est-à-dire un cadre de négociation, ce qui veut dire en gros qu'on accepte leur base de travail, c'est ça que ça veut dire quand ils disent quel est le cadre, ils veulent qu'on accepte leur base de travail et à ce moment-là, ben, ils auront gagné. Voilà, chers amis, on s'arrête là pour l'instant. On se reparle la semaine prochaine et en attendant, je vous dis à bientôt.